Mes parents ont oublié de raccrocher, et j'ai entendu leur terrible secret. Je les ai entendus dire à ma sœur, vivre avec elle est un enfer, mais on reste uniquement pour son argent. Juste après, le rire cruel de ma sœur a éclaté, un son qui a brisé mon monde en 1 million de morceaux. Ce moment, ce simple oubli, a levé le voile sur 32 années de mensonges. Avant de vous raconter en détail comment ma vie a basculé cette nuit-là, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez mon histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est une façon pour moi de me sentir moins seule en partageant cela avec vous. Maintenant, revenons à ce vendredi soir qui a tout changé. J'étais assise sur le canapé en cuir beige de mon salon, dans cette grande maison que j'avais achetée pour eux, pour nous. La soirée était calme, la seule lumière provenait d'un lampadaire qui filtrait à travers les rideaux. J'avais 32 ans, une carrière de succès comme ingénieur informatique, et la conviction naïve que j'avais tout fait pour le bonheur de ma famille. L'appel venait de se terminer. Une conversation banale, des nouvelles de la semaine, des questions sur mon travail. J'avais dit « Je vous embrasse, bonne nuit », et j'avais entendu ma mère répondre la même chose. Mais le silence qui a suivi n'était pas celui d'une ligne coupée. C'était un silence lourd, vibrant, rempli de présence. Et puis, la voix de mon père, Gérard, a retenti. Pas la voix chaleureuse et un peu fatiguée que je connaissais. Non, c'était une voix froide, mécanique, dénuée de toute affection. Vivre avec elle est un enfer, a-t-il lâché. Chaque mot était une gifle. Mon estomac s'est noué. Un enfer ? Moi, qui payais l'hypothèque, les factures, les courses, qui finançait les rêves brisés de ma sœur aînée, Coralie. Ma mère, Martine, a murmuré quelque chose d'inaudible, une sorte d'approbation résignée. Et mon père a ajouté la phrase qui a scellé mon destin, mais on reste uniquement pour son argent. Le rire de Coralie a explosé juste après. Ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire moqueur, un rire de mépris, le rire de quelqu'un qui sait et qui savoure sa victoire secrète. J'ai serré mon téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mon cœur battait si violemment dans ma poitrine que je pensais qu'il allait s'arrêter. La pièce a commencé à tourner. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, pétrifiée, le souffle coupé. Je me suis sentie comme une idiote. Une idiote généreuse, mais une idiote quand même. Cette maison à la périphérie de Toulouse, je l'avais achetée il y a 3 ans, après avoir reçu l'héritage de ma grand-mère. C'était mon rêve, offrir à mes parents une retraite confortable et donner à Coralie un endroit stable pour se reconstruire après l'échec de sa ligne de vêtements. Je pensais que c'était ce que les familles faisaient. S'entraider. Se soutenir. Quelle blague. Dans ma tête, une scène de mon enfance a refait surface, aussi claire que du cristal. J'avais 10 ans, Coralie en avait 13. Elle avait dessiné une robe sur un carnet, et mes parents l'avaient couverte de louanges, parlant de son talent d'artiste. Le même jour, j'avais ramené un bulletin avec les meilleures notes de ma classe. Mon père l'avait regardé et avait dit simplement « C'est bien, continue comme ça ». J'ai alors compris que Coralie était l'artiste, le rêve. Et moi, j'étais la sécurité, l'assurance vie. J'étais celle qui devait être raisonnable, celle qui devait réussir pour que les autres puissent rêver. Cette nuit-là, en entendant leurs mots, j'ai compris que rien n'avait changé. J'étais toujours leur plan de secours, leur investissement. Sauf que maintenant, j'étais aussi leur enfer. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique. Chaque respiration était une épreuve. Le silence est revenu dans le téléphone. Ils avaient enfin raccroché. Mais leur voix, elle, résonnait encore dans ma tête, gravée à jamais. Le monde que je m'étais construit venait de s'effondrer, et je savais, avec une certitude glaciale, que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Je ne dormis pas cette nuit-là. Assise dans le noir, j'ai écouté le tic-tac de l'horloge, et j'ai compris que ma vraie bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, le soleil s'est levé comme si de rien n'était. Pour le monde, c'était un samedi ordinaire. Pour moi, c'était le premier jour de ma nouvelle vie, une vie où je savais que j'étais entourée d'ennemis qui portaient le visage de ma famille. J'ai enfilé un masque de normalité, un masque si parfait qu'il aurait pu tromper n'importe qui.
Mais sous la surface, une tempête faisait rage. Je suis descendue à la cuisine. L'odeur du café frais et des croissants chauds que j'avais achetés la veille flottait dans l'air. Ma mère, Martine, était déjà là, fredonnant une vieille chanson d'Édith Piaf. Elle s'est retournée en me voyant, un grand sourire aux lèvres. « Bonjour ma chérie. Bien dormi ?» Elle est venue vers moi et m'a serré dans ses bras. Son étreinte, que j'avais toujours trouvée réconfortante, me semblait maintenant fausse, calculée. J'ai senti ses mains me tapoter le dos, un geste un peu trop appuyé, un peu trop théâtral. Je lui ai rendu son sourire, un sourire vide, et j'ai répondu que j'avais bien dormi. Un mensonge. Le premier d'une longue série. Mon père, Gérard, est entré peu après, le journal local, la Dépêche du Midi, sous le bras. « Salut » a-t-il marmonné sans lever les yeux de la première page. Il a pris sa tasse préférée, s'est servi un café noir et s'est assis à la table de la cuisine, se cachant immédiatement derrière les nouvelles du jour. J'ai observé chacun de ses gestes. La façon dont il évitait mon regard, la manière nerveuse dont il tournait les pages. Avant, j'aurais pensé qu'il était simplement absorbé par sa lecture. Maintenant, je voyais un homme qui fuyait, un homme coupable. Coralie est arrivée la dernière, les cheveux en désordre et le visage marqué par la fatigue. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a grogné en direction de la cafetière, a pris son téléphone et s'est affalée sur une chaise, ses pouces commençant immédiatement leur danse frénétique sur l'écran. Je lui ai demandé si elle voulait un croissant. Elle a haussé les épaules sans me regarder. Peut-être plus tard. Son indifférence était presque plus blessante que la fausse chaleur de ma mère. Pour elle, j'étais invisible, sauf quand elle avait besoin de quelque chose. Pendant que je préparais le petit déjeuner, je suis devenue une scientifique, une observatrice. Chaque détail était une pièce du puzzle. Le sourire trop éclatant de ma mère. Le silence fuyant de mon père. L'arrogance méprisante de ma sœur. Ils jouaient tous un rôle dans cette pièce de théâtre bien rodée. Et moi, sans le savoir, j'étais à la fois le sponsor et le public de leur spectacle. Discrètement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert une nouvelle note, protégée par un mot de passe. J'ai tapé. Maman, trop enjouée, contact physique forcé. Papa, évite mon regard, se cache derrière son journal. Coralie, indifférente, méprisante. Je me suis souvenu de toutes les fois où j'avais ignoré les signes. Les questions insistantes de mon père sur mes bonus annuels, qu'il mettait sur le compte de l'intérêt paternel. Les virées shopping de ma mère, où elle revenait avec des sacs de boutique de luxe en disant « c'est pour nous remonter le moral à tous ». Les demandes incessantes de Coralie pour financer ses projets créatifs, qui ne voyaient jamais le jour. Chaque souvenir était maintenant teinté de suspicion. Je me suis demandé depuis combien de temps cette comédie durait. Depuis l'achat de la maison ? Ou bien avant ? Depuis que j'avais eu mon premier salaire ? Depuis toujours ? Cette pensée m'a glacé le sang. Avait-il un jour été sincère ? L'amour qu'il me portait était-il conditionné à la taille de mon compte en banque ? J'ai continué à jouer mon rôle, leur servant le café, leur demandant leur plan pour la journée. Mais à l'intérieur, je construisais un mur, brique par brique. J'étais seule dans cette maison remplie de gens. Et cette solitude était à la fois terrifiante et étrangement libératrice. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans ce mensonge. Mais pour m'en libérer, j'avais besoin de plus qu'une conversation entendue par hasard. J'avais besoin de preuves tangibles, irréfutables. Et j'avais le sentiment glaçant que la vérité que j'étais sur le point de découvrir serait bien pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Le reste du week-end s'est écoulé dans une brume de fausse normalité. J'ai continué mes observations, ajoutant des détails à ma note secrète. Le dimanche après-midi, alors que je rangeais ma chambre, une impulsion m'a poussé à vérifier quelque chose. Une angoisse soudaine m'a serré la gorge. J'ai ouvert ma boîte à bijoux, un coffret en bois de rose que ma grand-mère m'avait offert. Mon regard a immédiatement cherché le collier de perles. C'était son bijou préféré, celui qu'elle portait à chaque grande occasion. Avant de mourir, elle me l'avait donné en me disant « Pour que tu te souviennes toujours qu'une femme doit connaître sa propre valeur ». Il n'était pas là. Le fond de velours rouge était vide. Mon cœur s'est arrêté.
J'ai vidé la boîte, frénétiquement. Rien. J'ai cherché partout dans ma chambre, sous le lit, dans les tiroirs, espérant contre tout espoir l'avoir simplement mal rangée. Mais au fond de moi, je savais. Une certitude froide et amère s'est installée. Je suis descendue au salon. Ils étaient tous là, regardant un film à la télévision. J'ai essayé de garder ma voix calme. Est-ce que quelqu'un a vu le collier de perles de grand-mère? Ma mère a froncé les sourcils, l'air vaguement concerné. Non, ma chérie. Tu es sûre de ne pas l'avoir déplacé? Mon père n'a même pas quitté l'écran des yeux. C'est Coralie qui a répondu, avec un naturel désarmant. Ah, ça. Je l'ai emprunté la semaine dernière pour une soirée. Il fallait que je fasse bonne impression. J'ai senti le sang quitter mon visage. Tu l'as emprunté? Sans me le demander? Elle a finalement tourné la tête vers moi, un air d'agacement sur le visage. Oh, ne commence pas à faire un drame. C'est juste un collier. Ma voix tremblait, malgré mes efforts. Ce n'est pas juste un collier, Coralie. C'est le seul souvenir que j'ai d'elle. Où est-il? Elle a eu un petit rire nerveux et a reporté son attention sur son téléphone. Eh bien, c'est un peu gênant. Je crois que je l'ai perdu. J'étais un peu pompette, tu sais ce que c'est. Puis, elle a osé ajouter, en me regardant avec un air de défi, de toute façon, il m'allait mieux qu'à toi. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai regardé mes parents, attendant une réaction, un mot de réconfort, une once d'indignation face à l'acte de ma sœur. Rien. Ma mère a juste murmuré, « Coralie, tu aurais dû faire plus attention. » Et mon père a finalement parlé, non pas pour me défendre, mais pour clore l'incident. Ce n'est pas la fin du monde, Léonie. C'est du matériel. On t'en achètera un autre. C'était pire que la conversation téléphonique. Pire que le vol d'argent. Il venait de profaner un souvenir sacré. Il venait de me montrer que même mes sentiments les plus profonds, mes liens les plus précieux, n'avaient aucune valeur à leurs yeux. Le collier n'était qu'un objet, et ma douleur, une simple contrariété. À ce moment précis, quelque chose s'est brisé en moi, définitivement. La tristesse s'est transformée en une rage froide et déterminée. Ce n'était plus une question de se sentir blessé. C'était une question de survie. Il ne se contentait pas de me prendre mon argent. Il prenait mon passé, mon héritage émotionnel, et le jetait à la poubelle avec une indifférence cruelle. Je suis remontée dans ma chambre sans un mot. J'ai fermé la porte à clé. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. La femme qui me fixait n'était plus la même. Ses yeux n'étaient plus remplis de tristesse, mais de détermination. Ils avaient franchi une ligne. Ils avaient déclaré la guerre. Je me suis assise sur mon lit, et une décision glaciale s'est formée dans mon esprit. Je n'allais pas seulement les exposer. J'allais reprendre tout ce qui m'appartenait. Chaque centime. Chaque parcelle de ma vie qu'ils avaient colonisée. Avant de continuer, je dois vous poser une question. Face à une telle trahison, qui va au-delà de l'argent et touche à quelque chose de si personnel, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné, ou auriez-vous, comme moi, décidé qu'il était temps de se battre? Dites-le moi dans les commentaires. Car à ce moment-là, une seule pensée occupait mon esprit, le temps de la gentille Léonie était révolu. Ils ne le savaient pas encore, mais leur pire cauchemar venait de commencer. Le lundi matin, je me suis réveillée avec une résolution de fer. J'ai pris un jour de congé, prétextant une migraine. La vérité, c'est que j'avais besoin de temps pour organiser ma contre-attaque. La première étape était de sortir de mon isolement. Je ne pouvais pas mener cette guerre seule. J'avais besoin d'une alliée, quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance absolue. J'ai pensé à Manon. Manon et moi étions amies depuis l'université. C'était une avocate brillante, spécialisée en droit de la famille. Elle était tout mon contraire, directe, pragmatique, et elle ne laissait personne lui marcher sur les pieds. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai envoyé un message, urgent. Besoin de te voir. Café près du Capitole? Sa réponse a été immédiate, j'arrive. 1 heure plus tard, nous étions assises à la terrasse d'un café, place du Capitole. Le soleil de Toulouse était radieux,
contrastant violemment avec la noirceur de mes pensées. J'ai tout déballé. La conversation téléphonique, le petit déjeuner surréaliste, le collier volé, ma rage, ma peine, mon sentiment d'impuissance. Je parlais vite, les larmes menaçant de couler à chaque instant. Manon m'a écouté sans m'interrompre, son regard intelligent fixé sur moi. Quand j'ai eu fini, elle n'a pas dit les mots vides que les gens disent habituellement, comme « ça va aller » ou « il ne le pensait pas ». Elle a pris une gorgée de son expresso, a posé sa tasse et a dit « ce sont des monstres ». Le simple fait d'entendre quelqu'un valider ma douleur, sans chercher d'excuses pour eux, a été un soulagement immense. Oui, ai-je murmuré, je crois bien que oui. D'accord, a-t-elle continué, son cerveau d'avocate se mettant en marche. La peine et la colère, c'est normal. Tu as le droit de ressentir tout ça. Mais maintenant, il faut transformer ces émotions en action. Tu ne peux pas rester la victime dans cette histoire, Léonie. Tu dois devenir l'héroïne de ta propre vie. Elle a sorti un carnet de son sac. Plan d'action. Premièrement, et c'est le plus urgent, sécuriser ton patrimoine. Dès aujourd'hui, tu vas à ta banque, tu ouvres un nouveau compte personnel auquel personne d'autre n'a accès, et tu y transfères la majorité de tes fonds. Tu changes tous tes mots de passe, tu révoques toutes les procurations. Tu fermes le robinet. Immédiatement. J'ai hoché la tête, absorbant chaque mot. Deuxièmement, a-t-elle poursuivi, la collecte de preuves. Ta petite note sur ton téléphone, c'est un bon début. Mais il nous faut plus. Tu vas rassembler tous les relevés bancaires des 3 dernières années. On va tracer chaque euro. Chaque dépense, chaque transfert. On va construire un dossier en béton. Il faut prouver qu'il ne s'agit pas d'une simple aide familiale, mais d'un abus de confiance systémique. Et troisièmement, a-t-elle conclu en me regardant droit dans les yeux, le plus difficile, tu ne dis rien. Tu ne les confrontes pas. Pas encore. Tu continues de jouer la comédie. On ne passe à l'offensive que lorsqu'on est en position de force absolue. Compris ? Compris, ai-je répondu, ma voix plus ferme. Assise en face de Manon, sous le soleil de Toulouse, je me sentais renaître. Sa logique implacable était le contrepoison parfait à mon chaos émotionnel. Elle ne m'avait pas seulement offert son amitié, elle m'avait donné une stratégie, une feuille de route pour sortir de l'enfer. Elle était ma lueur d'espoir dans la nuit la plus sombre de ma vie. Avant de continuer mon récit, j'aimerais prendre un moment pour vous poser une question. Avez-vous déjà eu un ami qui est apparu au moment exact où vous en aviez le plus besoin, quelqu'un qui vous a donné la force de vous relever ? Racontez-moi cette amitié précieuse dans les commentaires, car je crois sincèrement que ce sont ces liens qui nous sauvent. En quittant le café, je n'étais plus la même personne. La victime tremblante avait laissé place à une femme avec une mission. Mon chagrin était toujours là, enfoui au fond de ma poitrine, mais il était maintenant recouvert d'une couche de détermination froide comme l'acier. Le plan de Manon était ma nouvelle Bible. Et j'allais suivre ses commandements à la lettre. Le temps du silence était terminé. Le temps de l'action avait sonné. De retour à la maison, j'ai attendu que tout le monde soit sorti. Ma mère à son cours de poterie, mon père à son club de pétanque, et Coralie à l'un de ses innombrables rendez-vous professionnels. La maison était enfin silencieuse, un silence qui, pour la première fois, n'était pas menaçant mais libérateur. C'était mon quartier général, et l'opération « Vérité » pouvait commencer. Je me suis enfermée dans mon bureau. J'ai allumé mon ordinateur et je me suis connectée à mon espace bancaire en ligne. Pendant des années, j'avais évité de regarder les détails. Je voyais le solde global, je payais ce qu'il y avait à payer, et je faisais confiance. Cette confiance aveugle m'avait coûté cher. Aujourd'hui, j'allais ouvrir les yeux. J'ai commencé par télécharger les relevés des 3 dernières années. Des centaines de pages de chiffres, de dates, de noms de créanciers. Au début, c'était un labyrinthe. Mais méthodiquement, comme je le ferais pour débusquer un bug dans un code complexe, j'ai commencé à analyser chaque ligne. J'ai ouvert une feuille de calcul et j'ai créé des catégories, dépenses maison, dépenses maman, dépenses papa, dépenses Coralie, et une dernière, la plus inquiétante, inexpliquée. Les premières heures ont confirmé ce que je savais déjà. Les dépenses de ma mère dans les boutiques de luxe de la rue Croix-Baragnon. Des sommes folles.
300 €, 500 €, parfois plus de 1000 € en une seule journée. Les factures de restaurants étoilés où mes parents allaient sans moi. Les abonnements à des services que je n'utilisais jamais. C'était déjà révoltant. Mais ce n'était rien comparé à ce que j'allais découvrir. Mon attention a été attirée par une série de virements mensuels, toujours le même montant, 2000 €, vers un compte dont le libellé était « Coralie Création ». Mon sang s'est glacé. C'était le nom de l'entreprise fantôme de ma sœur, celle qui était censée être en pause depuis son « échec ». Apparemment, elle n'était pas si en pause que ça. Je faisais défiler les mois, et le virement était là, ponctuel, implacable. Depuis 2 ans. 2000 € par mois. 24 000 € par an. 48 000 € au total. Sans compter les autres virements exceptionnels pour l'achat de tissus rares ou le paiement de consultants en mode. La nausée m'a prise. Je me suis souvenu de Coralie, pleurant dans mes bras il y a 2 ans, me disant qu'elle abandonnait son rêve, qu'elle n'avait plus un sou. C'est à ce moment-là que je lui avais donné accès à un compte secondaire pour qu'elle puisse faire face aux petites dépenses imprévues. Elle n'avait pas seulement utilisé ce compte. Elle l'avait pillé. Systématiquement. Mais le pire était encore à venir. En fouillant dans les archives de mes emails, j'ai retrouvé un échange datant de juste après l'achat de la maison. C'était un email de mon père à son conseiller bancaire, avec moi en copie cachée. Il y demandait des informations sur la manière de mettre en place des procurations étendues sur mes comptes d'épargne, en cas d'incapacité de ma part. Il justifiait cela par ma charge de travail intense et le risque de burn-out. À l'époque, si je l'avais vu, j'aurais trouvé ça prévenant. Maintenant, je voyais le plan dans toute sa splendeur machiavélique. Il ne se préparait pas à m'aider. Il se préparait à prendre le contrôle total. J'ai imprimé chaque relevé, chaque email. Le tas de papier sur mon bureau grandissait, devenant une montagne de preuves de leur trahison. Ce n'était pas de l'imprudence ou de la mauvaise gestion. C'était un plan organisé, une conspiration familiale dont j'étais la seule victime ignorante. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais leur projet financier. J'ai regardé ce tas de papier, et pour la première fois, ma rage a laissé place à une tristesse infinie. Comment avait-il pu? Comment l'amour pouvait-il se tordre et se transformer en cette chose laide et cupide? Je n'avais pas de réponse. Mais je savais une chose. Cette montagne de papier n'était pas seulement la preuve de leur crime. C'était ma déclaration de guerre. Et maintenant, j'avais les armes pour la mener. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message à Manon, j'ai tout. C'est pire que ce qu'on pensait. Sa réponse a été simple, bien. Phase 1 terminée. Demain, phase 2, on coupe les vivres. Le mardi matin, j'ai suivi à la lettre la première instruction de Manon. J'ai pris rendez-vous avec mon conseiller à ma banque, le Crédit Agricole. J'ai demandé l'ouverture d'un nouveau compte épargne, avec le plus haut niveau de sécurité, accessible uniquement par moi, avec une authentification à plusieurs facteurs. J'ai ensuite demandé le virement de 80% de mes avoirs sur ce nouveau compte. Le conseiller, un homme d'une 50aine d'années, a dû voir la détermination dans mes yeux, car il n'a posé aucune question superflue. Pendant que les papiers s'imprimaient, j'ai révoqué toutes les procurations existantes et j'ai changé tous mes codes d'accès. En moins d'1 heure, ma forteresse financière était érigée. Le robinet était fermé. Je suis retourné à mon travail l'après-midi, un poids en moins sur les épaules. J'avais repris le contrôle. Je savais que la réaction ne tarderait pas, mais je me sentais prête. Elle est arrivée plus vite et plus violemment que prévu. Le jeudi après-midi, j'ai reçu une convocation dans le bureau de mon directeur, Monsieur Dubois. C'était inhabituel. Je suis entrée, et son visage était grave. Il m'a invité à m'asseoir. Il semblait mal à l'aise. Léonie, a-t-il commencé, je dois vous parler de quelque chose de délicat. Nous avons reçu un email anonyme vous concernant. Mon cœur a manqué un battement. Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi. L'email était long, bien écrit, rempli de jargon professionnel. Il m'accusait de plusieurs choses. Premièrement, de négligence grave sur le projet Phoenix, un projet important dont j'étais la chef d'équipe. Il citait des erreurs de code qui auraient pu coûter cher à l'entreprise.
Deuxièmement, il insinuait que je traversais une période d'instabilité psychologique, mentionnant des changements d'humeur et un comportement erratique. Enfin, le coup de grâce, il suggérait que j'utilisais les ressources de l'entreprise, notamment mon temps de travail, pour gérer des affaires financières personnelles complexes et potentiellement douteuses. J'ai lu l'email, et je n'ai ressenti aucune surprise. Seulement une fureur glaciale. Le style, les termes choisis. C'était Coralie. L'intelligence sournoise de l'attaque, la façon de mélanger de vagues vérités, je gérais effectivement mes finances, avec des mensonges déhontés, c'était sa signature. Et la mention de la négligence, je savais que c'était l'influence de mon père, qui avait passé sa vie à chercher la petite bête dans le travail des autres. Ils n'avaient plus accès à mon argent, alors ils attaquaient ma source de revenus. Ma carrière. Ma réputation. Je suis restée silencieuse un instant, rassemblant mes esprits. Je pouvais voir le doute dans les yeux de mon directeur. Une accusation anonyme est une chose, mais quand elle est si détaillée, elle sème forcément le trouble. Monsieur Dubois, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Ce sont des accusations extrêmement graves et totalement infondées. Je suis victime d'un harcèlement personnel qui déborde maintenant sur ma vie professionnelle. Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Benoît, mon bras droit sur le projet Phoenix. Il avait l'air inquiet. « Excusez-moi de vous déranger », a-t-il dit, mais j'ai entendu dire qu'il y avait un problème avec le projet. Je peux vous assurer que le code de Léonie est impeccable. En fait, c'est elle qui a corrigé une erreur critique la semaine dernière qui nous a évité de gros ennuis. Benoît était un collègue discret mais incroyablement compétent. Nous avions une relation de respect mutuel. Son intervention inattendue a changé la dynamique de la pièce. Il n'était pas au courant de mes problèmes, mais il défendait mon travail, ma compétence. Mon directeur a regardé Benoît, puis moi. Le doute dans ses yeux a commencé à se dissiper, remplacé par de l'embarras. « Merci, Benoît. » C'est noté. Il s'est tourné vers moi. « Léonie, je suis désolé que vous ayez à subir cela. Il est clair que quelqu'un cherche à vous nuire. Nous allons ignorer cet email, mais je vous conseille de régler cette situation personnelle rapidement. » J'ai remercié Benoît d'un regard. Il m'avait sauvé. En sortant du bureau, je tremblais de rage. Ils avaient essayé de me détruire. De me salir. De me faire perdre mon travail, mon indépendance. C'était l'acte le plus lâche, le plus vil que je pouvais imaginer. Ils venaient de faire leur plus grosse erreur. Ils m'avaient sous-estimé. Ils pensaient que j'allais m'effondrer. Mais tout ce qu'ils avaient réussi à faire, c'était de transformer ma détermination en une certitude absolue. Cette guerre, je n'allais pas seulement la gagner. J'allais m'assurer qu'ils n'oublieraient jamais la leçon. Le dimanche soir est arrivé. C'était traditionnellement le soir du dîner en famille, un rituel que j'avais instauré pour nous retrouver. Cette fois, ce ne serait pas une réunion. Ce serait un tribunal. Et j'étais à la fois la procureure, la juge et la jurée. L'ambiance était tendue depuis quelques jours. Ma mère se plaignait que sa carte de crédit ne fonctionnait plus. Coralie était furieuse de ne pas avoir reçu son virement mensuel. Mon père, lui, était d'une humeur massacrante, sentant qu'il avait perdu le contrôle. Il m'avait lancé des piques, posé des questions indirectes, mais je m'étais contentée de réponses vagues. Ce soir-là, ma mère avait préparé un poulet rôti. L'odeur qui emplissait la maison, autrefois réconfortante, me donnait la nausée. Nous nous sommes assis à table. Ils ont commencé à manger en silence. Moi, je n'ai pas touché à mon assiette. J'ai attendu qu'ils soient tous servis. Puis, j'ai posé mes couverts et j'ai sorti un dossier de mon sac. Un dossier épais que j'ai posé au milieu de la table avec un bruit sec. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Je pense qu'il est temps d'avoir une conversation, ai-je dit, ma voix tranchante comme une lame. Une vraie conversation, pour une fois. Mon père a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Léonie? Le cirque? J'ai eu un petit rire sans joie. Le cirque, papa, c'est la pièce que vous jouez tous les 3 depuis des années. Et ce soir, c'est la dernière représentation. J'ai ouvert le dossier. Commençons par le commencement. Vendredi dernier.
Vous avez oublié de raccrocher le téléphone. Le silence est tombé, lourd, suffocant. Le visage de ma mère est devenu blême. Mon père a lâché sa fourchette. Seule Coralie a gardé son air arrogant, mais une lueur d'inquiétude brillait dans ses yeux. Je vous ai entendu, ai-je continué, en les regardant un par un. J'ai entendu que vivre avec moi est un enfer. Et que vous ne restez que pour mon argent, point. Ma mère a été la première à réagir, sa voix tremblante. Mais non, ma chérie, c'était une plaisanterie. Tu sais bien qu'on dit des choses stupides quand on est fatigué. Une plaisanterie? J'ai sorti le premier document du dossier. Est-ce que 82 450 € de virement sur le compte de Coralie Création en 3 ans, c'est une plaisanterie? J'ai fait glisser le relevé bancaire sur la table. Mon père a tenté de prendre le relais. C'était pour l'aider. C'est ce que les familles font. Nous pensions que tu serais d'accord. D'accord? Vous ne m'avez jamais posé la question. Ma voix a monté d'un cran. Et ça? J'ai jeté une liasse de factures sur la table. Des restaurants, des hôtels de luxe, des boutiques. Est-ce que ça aussi, c'était pour aider la famille? Puis, je me suis tournée vers Coralie. Et toi? Le collier de grand-mère. Ce n'était pas assez de voler mon argent, il fallait aussi que tu voles mes souvenirs? Elle a croisé les bras, le mépris déformant ses traits. Oh, ça va. Tu nous dois bien ça. Pendant que tu avais ta vie parfaite, nous, on a galéré. Ton succès, c'est aussi grâce à nous, au sacrifice qu'on a fait. Cette phrase, cette justification absurde, a fait exploser la dernière digue de ma patience. Mes sacrifices, ai-je crié, me levant d'un coup. J'ai travaillé jour et nuit pendant mes études pendant que tu faisais la fête. J'ai payé chaque facture de cette maison pendant que vous viviez comme des rois. Et quand ça ne suffisait plus, vous avez essayé de détruire ma carrière. J'ai sorti une copie de l'email anonyme et je l'ai jeté au visage de Coralie. C'est ça, vos sacrifices? Tenter de me faire licencier? Elle est restée bouche bée. Elle ne s'attendait pas à ça. J'ai repris mon souffle, mon regard balayant les 3 visages décomposés devant moi. C'est terminé, ai-je dit, ma voix retrouvant son calme glacial. Le spectacle est fini. La banque est fermée. Et cette maison, ma maison, est également fermée pour vous. Ma mère a fondu en larmes. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Non, ai-je répondu, chaque mot pesé. Vous êtes les gens qui ont partagé mon sang, mais vous n'êtes pas ma famille. Une famille ne fait pas ça. J'ai pointé la porte. Je veux que vous soyez partis demain matin. Toutes vos affaires. Dehors. Ils sont restés là, abasourdis, au milieu des ruines de leurs festins et de leurs mensonges. Je leur ai tourné le dos et je suis montée dans ma chambre, sans un regard en arrière. Mon cœur battait à tout rompre, mais pour la première fois depuis une semaine, je ne me sentais plus comme une victime. J'avais repris le pouvoir. Quand j'ai fermé la porte de ma chambre, je n'ai pas seulement mis une barrière physique entre nous. J'ai mis un point final à une vie de soumission. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Pas de bruit de pas, pas de télévision allumée, pas de discussion dans la cuisine. Je suis restée dans ma chambre jusqu'à ce que j'entende le bruit de la porte d'entrée se fermer pour la dernière fois. Quand je suis finalement descendue, ils étaient partis. Ils avaient laissé derrière eux une maison vide. Pas seulement vide de leurs affaires, mais vide de vie. Le silence, que j'avais tant désiré, était maintenant oppressant. Chaque pièce semblait immense, chaque recoin me rappelait un souvenir, maintenant souillé. Dans le salon, il y avait la marque sur le tapis où le fauteuil de mon père avait toujours été. Dans la cuisine, l'absence du set de couteaux que ma mère adorait. C'était comme si on avait arraché des morceaux du décor, laissant des cicatrices béantes. Le premier jour, j'ai ressenti un immense soulagement. Une liberté enivrante. J'ai mis de la musique, j'ai ouvert toutes les fenêtres. J'ai savouré le fait de pouvoir marcher dans ma propre maison sans sentir le poids de leurs regards ou de leurs attentes.
Mais cette euphorie a été de courte durée. Dès le deuxième jour, le vide a commencé à me peser. La solitude est devenue une présence physique, un compagnon froid et indésirable. Le soir, le silence était assourdissant. J'ai commencé à douter. Avais-je été trop dur? Trop impitoyable? Après tout, c'était ma famille. Les messages ont commencé à arriver. D'abord, ma mère. Des textes larmoyants, pleins de « Pardon ma chérie, on a fait une terrible erreur, tu nous manques ». Puis, mon père. Plus direct, plus accusateur. Tu as détruit cette famille, j'espère que tu es fier de toi. Et enfin, Coralie. Des insultes, des menaces à peine voilées. Chaque message était une nouvelle attaque, une nouvelle tentative de manipulation pour me faire sentir coupable. Une nuit, j'ai craqué. Assise seule dans le noir, j'ai fondu en larmes. Des larmes de rage, de tristesse, de confusion. J'ai pris mon téléphone, mes doigts tremblants s'approchant du numéro de ma mère. Une partie de moi voulait juste que tout redevienne comme avant, même si « avant » était un mensonge. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à ce que Manon m'avait dit, « Tu n'es pas la victime ». J'ai pensé à Benoît, à son soutien inconditionnel au bureau. J'ai réalisé que je n'étais pas seule, même si ma famille de sang m'avait abandonnée. J'avais des alliés. J'ai appelé Manon. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, comme si elle s'attendait à mon appel. Je lui ai raconté mes doutes, ma solitude. C'est normal, Léonie, m'a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme. C'est le syndrome de l'otage. Tu es habitué à leur toxicité. Le sevrage est douloureux. Mais tu dois tenir bon. Ce que tu ressens, ce n'est pas le manque d'eux, c'est le deuil de la famille que tu aurais voulu avoir. C'est très différent. Ces mots ont eu un effet immédiat. Elle avait raison. Je ne pleurais pas leur départ. Je pleurais l'illusion que je m'étais construite pendant 32 ans. Le lendemain, j'ai aussi parlé à Benoît pendant la pause café. Je ne suis pas entrée dans les détails, mais je lui ai dit que je traversais une période familiale très difficile. Il n'a pas posé de questions. Il m'a simplement regardé avec une gentillesse sincère et a dit, « Si tu as besoin de quoi que ce soit, même juste de quelqu'un pour écouter, je suis là. » Leur soutien a été mon encre. J'ai compris que couper les ponts avec des relations toxiques n'est pas une victoire éclatante suivie de feux d'artifice. C'est une chirurgie à cœur ouvert. Ça fait mal, ça laisse une cicatrice, et la convalescence est longue et difficile. Mais c'est nécessaire pour survivre. J'ai bloqué leur numéro. J'ai décidé de ne plus lire leurs messages. Et puis, une semaine plus tard, alors que je commençais à peine à trouver un nouvel équilibre, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle venait d'un cabinet d'avocats. J'ai senti mon estomac se serrer en l'ouvrant. La pièce de théâtre n'était pas terminée. Il venait de décider de changer de scène et de la jouer devant un juge. La lettre était un chef-d'œuvre de manipulation juridique. Engagés par mes parents et ma sœur, les avocats m'attaquaient en justice. Ils demandaient deux choses. Premièrement, une pension alimentaire pour ascendant, arguant qu'en tant que fille, j'avais une obligation légale de subvenir à leurs besoins, maintenant qu'ils étaient sans ressources par ma faute. Deuxièmement, ils réclamaient une part de la valeur de la maison, affirmant qu'ils avaient fourni un apport en industrie et en soutien moral, qui avait contribué à mon succès professionnel et donc à ma capacité d'acheter le bien. J'ai lu la lettre 2 fois, incrédule. Soutien moral? Ils osaient tout. C'était leur dernier coup, une tentative désespérée et vile de me lier à eux par la loi, puisqu'ils ne pouvaient plus le faire par la manipulation émotionnelle. Ma première réaction a été la panique. Le mot « tribunal » me terrifiait. J'imaginais déjà des audiences publiques, mon linge sale exposé aux yeux de tous. Mais ensuite, la rage a pris le dessus. Très bien. Ils voulaient la guerre? Ils allaient la voir. J'ai immédiatement appelé Manon. Je lui ai lu la lettre au téléphone. À l'autre bout du fil, je l'ai entendu rire. Pas un rire joyeux, mais un rire de guerrière qui voit l'ennemi commettre une erreur fatale. Oh, les imbéciles, a-t-elle dit. Ils viennent de nous donner l'occasion parfaite de tout mettre sur la table, officiellement. Ils nous ouvrent la porte du tribunal, Léonie. On va entrer et on va la refermer derrière eux.
Sa confiance était contagieuse. Nous nous sommes rencontrés le lendemain. Nous avons passé des heures à préparer notre défense, qui était en réalité une contre-attaque. Le dossier que j'avais méticuleusement assemblé est devenu notre arme principale. Chaque relevé bancaire, chaque facture de luxe, chaque email, et bien sûr, la copie de la tentative de sabotage professionnel. Pour la pension, m'a expliqué Manon, l'obligation existe, mais elle est annulée en cas de manquement grave des parents à leurs obligations. Le vol, l'abus de confiance et la tentative de nuire à ta carrière, ça devrait suffire comme manquement grave. Et pour la maison, a-t-elle continué avec un sourire en coin, leur apport en soutien moral va être difficile à prouver face à une conversation enregistrée où ils disent que vivre avec toi est un enfer. Malheureusement, un enregistrement illégal n'est pas recevable. Mais le dossier financier, lui, l'est. Il va prouver qu'ils n'ont pas été un soutien, mais un fardeau. Les semaines qui ont précédé l'audience ont été éprouvantes. Mais pour la première fois, je ne me sentais plus seule. J'avais Manon à mes côtés, et le soutien discret mais constant de Benoît, qui prenait de mes nouvelles chaque jour. Le jour de l'audience est arrivé. Je les ai vus de l'autre côté de la salle. Ils avaient l'air plus vieux, plus fatigués. Ils avaient revêtu leur masque de victime, des gens modestes écrasés par leur fille ingrate. Coralie me lançait des regards assassins. Leur avocat a commencé, dépeignant un tableau pathétique. J'ai écouté sans ciller. Puis, ce fut le tour de Manon. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a simplement présenté les faits, un par un, avec une précision chirurgicale. Elle a projeté les relevés de compte, les dépenses extravagantes. Elle a lu à voix haute les passages clés de l'email diffamatoire. À chaque nouvelle preuve, je voyais mes parents se tasser un peu plus sur leur banc. Le masque de Coralie commençait à se fissurer. Le moment décisif a été quand Manon a demandé à mon père s'il considérait que le transfert de près de 50 000 € vers l'entreprise de sa fille aînée, sans l'accord de sa fille cadette, faisait partie de son soutien moral. Il a bégayé, a tenté de s'expliquer, mais il était pris au piège. Je n'ai ressenti aucune joie à les voir ainsi humiliés. Seulement une profonde et triste pitié. J'ai regardé ces trois personnes qui avaient constitué tout mon univers, et je n'ai vu que des étrangers, consumés par leur propre cupidité. Le juge a mis sa décision en délibéré. Nous avons attendu 2 longues semaines. Puis, le verdict est tombé. Et les mots du juge n'ont pas seulement mis fin à un procès. Ils ont mis fin à tout un chapitre de ma vie et ont ouvert la porte au suivant. Le verdict a été sans appel. La demande de mes parents et de ma sœur a été rejetée dans son intégralité. Le juge a statué que leurs actions constituaient un manquement grave et répété à leurs obligations familiales et morales, et que leur plainte était abusive. Ils ont même été condamnés à me verser des dommages et intérêts symboliques et à payer tous les frais de justice. J'ai gagné. Sur toute la ligne. Quand Manon m'a annoncé la nouvelle, je n'ai pas exulté. J'ai ressenti un immense, un profond soulagement. C'était fini. La guerre était terminée. Le dernier lien qui me rattachait de force à eux venait d'être tranché par la loi. Dans les mois qui ont suivi, j'ai pris des décisions radicales. La première a été de vendre la grande maison en périphérie. Elle était trop grande, trop silencieuse, et hantée par trop de mauvais souvenirs. J'ai vendu rapidement et j'ai réalisé un joli profit. Avec cet argent, et le reste de mon héritage maintenant sécurisé, j'ai acheté un appartement lumineux en plein centre de Toulouse, avec un balcon qui donnait sur les toits de la ville et la Garonne au loin. C'était plus petit, mais c'était à moi. Chaque recoin me ressemblait. Ma vie a trouvé un nouveau rythme, plus calme, plus authentique. Mes journées étaient remplies par mon travail, que j'adorais toujours autant, et mes soirées, par des dîners avec Manon, des balades le long du fleuve, des livres que je n'avais jamais eu le temps de lire. J'ai commencé une relation avec Benoît. Une relation basée sur le respect, la gentillesse et une honnêteté totale. Avec lui, j'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifiait pas s'effacer, mais grandir ensemble. J'ai eu des nouvelles de ma famille, par des connaissances communes. Ils avaient dû quitter l'appartement qu'ils avaient loué, ne pouvant plus le payer. Mes parents vivaient désormais dans un petit studio en HLM. Mon père avait dû reprendre un travail de gardien de nuit. Ma mère faisait des ménages. Coralie,
après la faillite définitive de Coralie Création, travaillaient comme caissières dans un supermarché. Leur monde, construit sur mon argent, s'était effondré. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni vengeance. Seulement une distance infinie, comme si j'observais la vie de personnage d'un livre que j'avais refermé depuis longtemps. Avec le recul, cette épreuve a été la chose la plus difficile et la plus bénéfique de ma vie. Elle m'a appris la leçon la plus importante: la famille, la vraie, n'est pas une question de sang. C'est une question de loyauté, de respect et d'amour inconditionnel. C'est Manon qui répond au téléphone au milieu de la nuit. C'est Benoît qui croit en vous quand vous doutez de vous-même. J'ai appris à faire confiance à mon instinct. Cette petite voix qui me disait que quelque chose n'allait pas, et que j'avais fait taire pendant des années par peur de déplaire, par besoin d'être aimé. J'ai appris à poser des limites. J'ai appris que dire « non » n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de préservation de soi. Ma plus grande découverte a été d'apprendre à connaître ma propre valeur, comme me l'avait souhaité ma grand-mère. Ma valeur ne réside pas dans mon compte en banque ou ma capacité à subvenir aux besoins des autres. Elle réside dans ma force, ma résilience, ma capacité à aimer et à être aimé pour qui je suis vraiment. Je voulais vous remercier d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Votre présence, même virtuelle, a été un soutien. Maintenant, c'est à votre tour. Avez-vous déjà dû reconstruire votre vie après une trahison? Quelle est la leçon la plus importante que vous ayez apprise? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires nous rappellent que même après les tempêtes les plus violentes, il est toujours possible de trouver la paix et de reconstruire quelque chose de beau. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.